Continuons cette matinale du 11 novembre avec Madame Christine Boutin, que nous sommes ravis d'avoir parmi nous sur GPTV. Gentil. Bonjour Madame Boutin, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour. Je suis très heureuse d'être Bon, avec vous aussi. Madame C'est Boutin, gentil. Madame le ministre, vous avez occupé des fonctions, des hautes fonctions dans le gouvernement. Un 11 novembre comme celui-ci, j'aimerais qu'on commence par cela. Qu'est-ce que vous inspire ces cérémonies de l'armistice, un 11 novembre? Est-ce que pour vous c'est un jour particulier et ce devrait-il être un jour particulier pour tous les Français? Oui, oui, bien sûr, c'est un jour de mémoire et qui salue, qui est une forme de respect par rapport à tous ces gens qui ont donné leur vie. Et comme je partage la vie du général, ça concerne toute notre vie, enfin, tous nos siècles, toute l'existence de la France, tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Sur la souveraineté, je reviendrai, si vous le permettez, parce que c'est très important ce qu'a dit le général. Mais ce que je peux vous dire, peut-être que ça vous intéressera, de rappeler la signification du drapeau français. Oui. Parce que peu de personnes le connaissent, sinon dans les grandes lignes. Alors moi, j'ai fait des petites recherches et très rapidement, le bleu, le blanc, le rouge. Qu'est-ce qu'était le bleu? Alors, c'est ma façon de regarder les choses. Est-ce qu'elle est totalement juste? Je n'en sais rien. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est pour moi le drapeau français. Le drapeau français, c'est le bleu bourgeois. C'est le bleu qui est. Pourquoi est-il bleu au départ? C'est parce que on a fait référence à la représentation qu'on se faisait du manteau de la Vierge, qui était bleu. Oui. Donc, c'est notre bleu, c'est la Eh oui. bourgeoisie. Le blanc, c'est Sainte patronne de la France. de la Eh oui. France, absolument. Le blanc, c'est la monarchie. La monarchie, eh bien, ça a été aussi bizarre que ça puisse paraître. En tous les cas, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je l'avais oublié. En fait, celui qui a pris le blanc, il a pris le blanc de la monarchie, mais il a rajouté, le blanc était sa couleur, et il a rajouté les fleurs de lys sur le blanc. Eh oui. Quand il a pris son trône, quand il a pris sa place de monarque, c'est là où sa bannière était blanche avec des fleurs de lys. C'est le premier Henri IV. Je ne sais plus si j'avais dit le nom. Donc c'est la monarchie et ça a été perpétué ensuite. Puis le rouge, alors le rouge c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, mais tout de même, il faut se rappeler que c'est le roi Louis VI qui, à un moment où il y avait des bagarres très, très importantes et des situations de tension graves, est allé dans la basilique de Saint-Denis pour chercher la bannière des martyrs. Et cette tradition a été reprise au 19e et au 20e. Donc nous avons effectivement, un certain nombre de Français le savent, les trois grandes époques de notre pays, les bourgeois, les monarchiques et les révolutions. Voilà. Donc, on le sait, mais on ne connaît pas obligatoirement l'origine. Et ce que je veux noter, c'est que l'origine, elle est des rois. Elle est monarchique. Alors après, chacun a pris sa petite part, mais ça représente, ça a toujours été, la base a été l'initiative d'un roi pour le drapeau. Et maintenant, nous avons le bleu, blanc, rouge, qui, moi, me fait trembler à chaque fois. Dieu sait si j'ai beaucoup assisté à de nombreux 11 novembre, mais franchement, le drapeau ne me laisse pas du tout insensible. C'est quand même, il est magnifique ce drapeau, parce que c'est toute notre histoire. Et la France ne serait pas ce qu'elle est, et on pourra peut-être y revenir, mais s'il n'y avait pas cette histoire, nous sommes héritiers de cette histoire, tout comme nous devons le respect à tous ces hommes qui, depuis des siècles, ont donné leur vie pour ce pays. Alors bien Ben, sûr, il y a les derniers qui est vivant. Je n'ai pas vu le reportage de cet Anglais, mais je comprends qu'il soit ému. Mais je pense que malheureusement, enfin malheureusement, oui, oui malheureusement,
tous les Français ne sont pas encore conscients, toujours conscients de ce que représente ce 11 novembre. Cet homme, lui, il a donné sa vie, il n'a pas été tué, tant mieux, mais tous ses amis, tous ses soldats qui étaient auprès de lui, beaucoup ne sont pas revenus. Donc voilà, c'est un drapeau qui mérite le respect. Bien sûr, on peut y revenir d'ailleurs, mais juste, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le souvenir du 11 novembre et ces hommes qui ont donné leur vie. Mais je pense que on ne peut même pas le réduire non plus au poilu, comme c'est peut-être même fait trop souvent. C'est toute une nation, c'est tout un peuple. Ce sont des femmes qui ont donné leurs hommes, ce sont des parents qui ont donné leurs fils aussi. Et donc, c'est tout un peuple qui devrait être en communion un 11 novembre, au-delà des faits d'armes, je pense. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez, il ne faut pas s'arrêter au 11 novembre. Alors j'espère que personne n'aurait l'idée un jour de dire qu'il ne faut plus fêter le 11 novembre. Enfin, peut-être qu'il y aura une autre date qui arrivera dans les années à venir, le siècle à venir, qui sera encore plus symbolique. Mais enfin, qu'il y ait ce moment de partage, de communion du peuple de France, qu'il y ait un jour réservé à ça. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre et c'est très bien. Mais c'est naturellement, c'est toute l'histoire de notre pays qui est derrière ce respect et ces prières. Et il y a eu ce cri du cœur de ce vétéran centenaire britannique qui fait froid dans le dos quand on y réfléchit et qui dit tout ça pour ça. J'en ai parlé dans la revue de presse en disant que finalement, quand il voyait l'état de détérioration de la Grande-Bretagne aujourd'hui et qui disait nous nous sommes battus. Alors c'était là non pas 14-18, c'était 40 et le débarquement. Et évidemment, hein, des vétérans de 14-18, nous n'en avons malheureusement plus, je crois, aujourd'hui. Mais par contre, voilà, il reste encore quelques vétérans de 40. Et c'est terrible ce cri de cet homme, de ce vétéran qui dit pourquoi avoir fait ça finalement, moi et mes camarades, sous ce sacrifice pour en arriver là aujourd'hui. Oui, mais si vous me permettez de rebondir sur votre réaction, je comprends. C'est pour. C'est fait pour. N'hésitez pas de prolonger aussi longtemps que vous voulez. Je comprends cet homme, parce que dans sa chair, il a vécu cela. Mais j'aimerais que cet homme, mais c'est peut-être surhumain pour lui, mais il ne faut pas être dans la désespérance. Il ne faut pas être dans la désespérance. Moi, je ne veux pas m'arrêter sur cette tristesse de notre pays, en Angleterre comme en France. Nous avons une situation absolument inqualifiable de tristesse, de choses épouvantables que nous constatons. Mais si nous continuons, nous, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'être justement et d'avoir dans notre cœur et notre volonté celle de réagir et de ne pas se laisser ensevelir par la tristesse des images que donne notre pays. Alors je comprends cet homme, lui, nous on ne l'a pas vécu, la guerre de 14-18 bien sûr, celle de 40 non plus, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être la forme actuelle de ceux qui doivent s'exprimer dans la résistance et de redonner l'espérance. C'est peut-être ça ce que ces gens, ce monsieur anglais, a à nous transmettre aujourd'hui. C'est bien sûr de constater cette situation absolument stupéfiante et qui nous tombe dessus et qu'on n'a pas vu arriver, mais c'est ce qu'il nous dit, cet homme, par sa vie et par tous ses corréligionnaires, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, eh bien, à vous, maintenant, de vous relever. Ne restez pas enfermés dans cette image négative et désolante de nos pays. Voilà. Moi, je suis une combattante, je suis comme lui. Je ne veux pas me laisser enfermer, engloutir dans la désespérance. Parce que si on reste dans la désespérance, là, on est sûr d'être complètement écrasé.
La désespérance, Christine Boutin, et puis la division qui règne même jusque dans nos familles politiques, dans notre propre camp, je ne peux que malheureusement le constater, qui est, qui pousse justement à cette division. Regardez, vous parliez du bleu, blanc, rouge. Ce blanc qui s'oppose au rouge ou pas aujourd'hui entre révolutionnaires et monarchistes. Je voulais qu'on y revienne justement sur ce blanc qui vient s'insérer au centre même du drapeau et qui devrait jouer ce rôle et ce rappel et ce souvenir et cette histoire, ce respect de l'histoire de France. On a pu voir le respect de l'histoire de France chez certains quand on voit ce qui s'est passé au Louvre, par exemple, il y a quelques semaines. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr les divisions, mais je ne veux même pas m'arrêter sur les divisions, je vais vous dire. Parce qu'au moins, si chaque personne avait, quel que soit son choix idéologique, politique, spirituel, avait la volonté de résister à la déchéance de la France, nous aurions au moins cette unité-là. Vous voyez ? La division, elle a toujours existé. Et ça, on est très fort, les Français, pour être divisés. On s'imagine qu'en étant divisé, on est libre. Voilà, bon, c'est une façon de s'exprimer. Mais ça peut être dépassé par la volonté de résistance. Je suis de gauche, mais je veux que la France soit debout. Je suis de droite, je veux que la France soit debout. Je suis d'extrême droite, je veux que la France soit debout. Dans l'extrême gauche, je veux que la France soit debout. Alors chacun a sa façon de s'exprimer, mais au moins essayons de ne pas nous laisser engloutir par la désespérance. C'est le pire des choses, vous comprenez? Alors je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous avez dit. Bien sûr qu'il faut se rappeler du blanc, mais on va s'y rappeler, moi je vous le dis, hein. Ça c'est certain. Moi qui suis, bon, je ne sais pas si vous avez le temps de lire mon livre, mais enfin, je constate et j'écris dans mon livre un moment où je parle de la monarchie, où on a prétendu à la Révolution que la situation de la France était épouvantable, etc. Bon, bah, c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Il y avait des corrompus, il y a des corrompus aujourd'hui. Enfin, il y a des gens, etc., si vous voulez. Mais la monarchie, elle est fondatrice. Il va bien falloir le reconnaître un jour, mais c'est une certitude pour moi. Alors quand, j'en sais rien, mais c'est même pas une espérance, c'est une certitude. Il va falloir regarder de façon un peu plus précise la réalité de la monarchie en France. Vous savez, la Révolution française n'est le résultat que du XVIIIe siècle, des penseurs du XVIIIe, hein, voilà, qui ont voulu créer un homme nouveau, qui ont voulu créer un pays nouveau. Et puis, la fierté, l'orgueil des hommes s'est laissé prendre à tout cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu du progrès, quoique. Quand on voit la situation française aujourd'hui, je ne sais pas, quand on a un président de la République qui dit que la France n'a pas de culture, vous comprenez, qui peut se référer à la monarchie? Je dis personne. Mais il n'empêche que la monarchie nous a, comme la chrétienté, nous a façonnés. Ça, c'est une réalité qu'on ne veut pas voir, mais la France, elle a été façonnée par le spirituel, par la chrétienté, par la religion catholique, et elle a été façonnée par la monarchie, bien évidemment. Et ça, il faut l'accepter, au lieu de l'avoir effacé. Il faut l'accepter. Du reste, bon, enfin, moi, j'arrête là, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. La monarchie a été fédératrice aussi. Fédératrice aussi, quand on regarde l'histoire, la monarchie a construit notre pays. Enfin, bon, alors le blanc, il est au milieu, le blanc, dans notre drapeau. Moi, ça me ravit que le bleu, ce soit le manteau de la Vierge. Ça me plaît davantage que la bourgeoisie, je vous le dis carrément. Et puis, la monarchie me convient bien aussi, même si j'ai été ministre de la République. Et le rouge, le rouge, c'est ceux qui se lèvent. Bon, c'est les révolutionnaires. La France, malheureusement, ne sait pas s'unir sans des heurts et sans violence. Mais voilà. Mais c'est un bel héritage. Nous avons un très bel héritage. Un héritage, est-ce que ça peut, si je peux me permettre la question en répondant très rapidement, est-ce que ça peut être aussi un avenir ou une partie de l'avenir de la France?
Ah, non, je pensais que vous alliez me parler de Madame Yann Pivet, là, la présidente de l'Assemblée nationale, et sa sortie sur l'héritage. Non, mais Non, non. franchement. Non, mais je me permets quand même, je vais répondre à votre question, mais je vais quand même, parce que j'ai été tellement choquée, mais tellement choquée, que la présidente, une femme en plus, De l'Assemblée nationale. une femme, Vous avez vu qu'elle avait arboré, il n'a pas pu vous échapper qu'elle avait arboré ce bleu virginal lors de cette ignoble cérémonie d'inscription dans la Constitution française de l'interruption volontaire de grossesse. oui, Et à mon avis, ce bleu qu'elle avait ce jour-là arboré, elle ne l'avait pas fait par hasard. Et vous aviez les bus rouges aussi, rappelons. mais bien sûr, oui, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est Bon, diabolique. bien sûr que ça, bien sûr. Mais je ne sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle dit, mais enfin, ça, cette sortie qu'elle a faite. Alors, je sais bien que c'est une pensée qui court depuis des années, hein, cette histoire d'héritage. Hein. Et donc, ça m'inquiète beaucoup, parce que peut-être qu'elle, bon, je ne sais pas, mais peut-être elle a dit ça comme ça pour avoir une idée un peu originale de générosité, de nouveauté, de progrès, d'avenir, etc. Elle s'est peut-être pas pleinement rendu compte de ce que ça voulait dire. Enfin, à partir du moment où on dit que, d'abord, ça tombe du ciel. Alors ça, c'est quand même une allusion qui me semble, parce que c'est tout, sauf que ça tombe du ciel. C'est vraiment l'héritage, c'est vraiment le travail, c'est le labeur, c'est les efforts des Français dans la perspective du reste de la continuité, de la transmission qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Alors, franchement. Puis c'est le petit reste de tout ce qui a déjà été taxé. Il faut savoir. Et qui est encore très taxé. Et qui est encore très taxé. Donc c'est une ineptie. Mais si vous voulez, je crains que derrière cette phrase qui nous a beaucoup choqués, je pense beaucoup de Français, quels qu'ils soient, quel que soit leur choix politique, je pense que ça les a beaucoup choqués, pour beaucoup d'entre eux. Mais il n'empêche que je crains que ce soit une façon de remettre dans l'actualité une idée qui traîne depuis un certain nombre d'années. Bon, alors donc ça, voilà, pour l'héritage. Alors bien sûr que l'héritage, j'ai un peu répondu quand même à votre question, l'héritage est quelque chose d'indispensable. Alors, héritage, mais est-ce qu'il y a un avenir de la monarchie en France aujourd'hui? Ah, c'était ça votre question. C'était ça ma question. Elle est très précise. Écoutez, moi, je pense que oui. Je pense que ce n'est pas du tout exclu. Cela dit, ça paraît complètement impossible aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est possible. Le seul problème, c'est que pour l'instant, enfin, personnellement, je ne vois pas l'incarnation. Je suis désolée, je ne vois pas l'incarnation. Parce que là aussi, il y a une division dans ceux qui pourraient prétendre. Ben oui. Ah oui, eh oui. Donc, entre les orléanistes, les Bourbons, les légitimistes. Exactement. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je ne vois pas l'incarnation. Donc, je pense que notre problème en France aujourd'hui, c'est l'incarnation. L'incarnation, qu'elle soit pour une monarchie ou dans un autre régime politique. Même si on reste en République aujourd'hui, on ne voit pas très bien qui peut prendre la suite. Donc, ça, je pense que ça va être une épreuve que nous allons avoir, c'est-à-dire d'être dans le noir le plus total. Et justement, quand on sera dans ce noir le plus total, on ne verra pas qui et quoi peut émerger, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra se lever. Et ça se fera. J'en suis absolument certaine. Mais la République peut continuer, la monarchie aussi peut revenir. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il y aura un empereur après tout, je n'en sais rien. Napoléon, moi, ce n'est pas obligatoirement ma tasse de thé, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très admiratifs de Napoléon, qui a quand même apporté un certain nombre de choses. Je suis pour ma part convaincue que Napoléon était un homme très brillant, qui avait l'esprit de conquête, mais on lui prête des vertus qui, pour moi, bon, c'est bien, il a su profiter de l'héritage de la monarchie pour guider la France pendant un certain nombre d'années. Mais, par exemple, le Code civil, moi, je ne peux pas imaginer qu'en quelques mois, Napoléon ait pu concevoir le Code civil. Tout ça était déjà préparé par la monarchie.
Les réformes, elles étaient là. On peut pas, même un homme très intelligent ne peut pas, d'un coup de baguette magique, tout d'un coup, créer le code civil. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je pense qu'il doit aussi exister aujourd'hui, dans notre temps, un certain nombre de personnes qui réfléchissent et qui préparent ce qui nous attend. C'est peut-être pas eux qui en profiteront, mais donc n'ayons pas peur. Tant que la vie est là, rien n'est perdu. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut que nous soyons des résistants. Il faut que nous acceptions, de toute façon, la situation de la France, bien sûr, cet Anglais, il est catastrophé, il a raison de l'être, après tout ce qu'il a vécu. Mais vous savez, moi, comme responsable politique, en tous les cas dans l'histoire contemporaine, que j'ai bien connue, dans lesquelles j'ai vécu, nous avons notre part de responsabilité, tous. On a laissé faire, on n'a pas eu de courage, on n'a pas voulu affirmer la vérité, la réalité de la France, sa mission particulière. On a couru par rapport à un mot qui était le progrès. Au nom du progrès, qui est devenu un mot totalitaire, nous avons tout accepté parce que nous avions peur, pas moi, j'avoue que je pas moi, mais que nous avions peur d'être ringards. Ça, c'est vrai qu'on m'a traité de ringarde, ça c'est vrai. Mais ça m'est complètement égal. Complètement égal. Mais voilà, mais nous avons aujourd'hui le résultat de nos 50 ans, des 50 ans que j'ai vécu dans la vie politique. 40 ans, j'ai vécu vraiment en activité pendant 40 ans, j'ai bien vu. Ça a été une désolation. Pour moi, c'est une désolation. Je suis un peu comme cet Anglais, de voir la situation politique de la France d'aujourd'hui. Je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Ceci dit, les politiques ont leur part de responsabilité, mais je suis absolument convaincu, et ça les Français n'aiment pas qu'on leur dise, mais je le dis, nous avons les hommes politiques que nous méritons. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ce qui nous renvoie une image très difficile à regarder, notre propre image, quand on voit les pitreries, les manques de respect, les manques de dignité qui sont faites aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Moi, à chaque fois que je rentrais dans l'hémicycle, j'avais la chair de poule dans ce lieu, du reste sacré. C'est un lieu. J'ai failli faire un mémoire sur le côté sacré de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale. Parce que quand on y réfléchit, tous les signes sont là. Enfin, je veux dire, bon, le côté sacré. Mais maintenant, il n'y a plus de sacré du tout à l'Assemblée nationale. C'est complètement terminé. Du reste, il n'y a plus de sacré nulle part. Or, l'homme a besoin de sacré. L'homme a besoin de sacré. Qu'il croit en Dieu ou qu'il n'y croit pas. Du reste, quand il n'y croit pas, il l'en crée. Et des symboles sacrés. Donc voilà. Mais que voulez-vous? Moi, je suis comme cet Anglais. Voilà. Dans mon domaine à moi, qui est celui de la politique, je suis triste. Mais je crois, je suis pleine d'espérance. Pleine d'espérance. Voilà. Alors, pleine d'espérance, je rappelle le titre de votre livre, Christine Boutin, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Pourquoi s'engager? C'est la question justement auquel vous cherchez à répondre dans ce livre, pour le service de la res publica, pour le bien commun et par amour de la France et de sa grandeur. Oui. Mais du reste, je vous remercie beaucoup de le citer, cher monsieur, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir, en tous les cas, moi, naturellement, je le vis directement. Je n'ai pas eu beaucoup de publicité sur ce livre. Ce qui me console, enfin, j'encourage naturellement vos auditeurs, vos téléspectateurs à... Donc, ce sont les éditions Tequi, au fait. TEQI. Ouais. Voilà. Et qui ont le courage de prendre mon manuscrit. Et je les en remercie. Mais je n'ai pas eu de... J'ai connu des moments médiatiques très difficiles. J'appelle ça la lessiveuse. Quand on rentre dans le cycle médiatique et que l'on est là comme un agneau au milieu des loups, je peux vous dire que c'est un moment difficile. Et j'ai eu beaucoup de médias dans ma vie politique. Là, pour ce livre, mais rien.
Vous m'entendez? Rien, rien. Alors, actuellement, je me suis posé un certain nombre de questions. Enfin, j'en avais quelques-unes, quelques réponses. Mais j'ai eu la joie d'avoir des personnalités, des personnes dignes de respect par leur autorité intellectuelle, spirituelle, etc., qui ont lu mon livre et qui m'ont donné la paix intérieure. Oui, ce livre devait être écrit et il l'est. Maintenant, il fera son chemin. Voilà. Et je suis heureuse de l'avoir écrit. Voilà. Mais c'est un livre, effectivement, qui encourage à l'engagement et au service. Rien n'est plus beau que de servir. Et quand on est politique, et les jeunes sont formidables, là aussi, signe d'espérance. Regardez toute cette part de jeunes, alors, ils sont minoritaires encore, mais ils ont compris. Comment est-ce qu'ils ont pu comprendre, avec ce qu'on leur a passé, comment ils peuvent comprendre cette minorité-là, qu'il faut s'engager pour le Christ et les catholiques pour redresser la France. Mais c'est formidable, c'est un miracle. Enfin, moi, pour moi, je me dis, d'où sortent-ils ces enfants-là, ces jeunes-là? Donc, voilà, moi, entre les autorités qui m'ont fait vraiment des lettres, des lettres merveilleuses, j'ai même eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, tout récemment, j'ai été très surprise, Monseigneur Aupetit. Oui, j'ai vu ça sur votre X, oui. Une dédicace sur Twitter. L'ancien archevêque de Paris. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin bon, voilà, c'est des petits cadeaux comme ça qu'on reçoit et ça fait du bien. Voilà. Donc oui, bon livre. Écoutez, je souhaite que le plus de Français qui aiment la France le lisent. Non pas parce que c'est mon livre, mais c'est parce que je devais l'écrire. Je me suis obligée à l'écrire. Parce que j'ai vécu une vie politique dans une période où tout dégringolait, je voyais bien que tout dégringolait, et j'essayais de défendre l'essentiel et sans être entendu, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc, lisez mon livre si vous avez le courage, ça se lit assez facilement, je crois. Mais enfin, c'est important. Christine Boutin, aux éditions Téqui, lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Je vais en revenir aux choses désagréables, si j'ose dire, de la division. Vous avez justement, vous parliez de Twitter et vous aviez partagé ce mot de l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. J'ai vu beaucoup d'engagement de votre part par rapport aux obligations vaccinales de tout poil. Que ce soit dans votre soutien à quelqu'un comme Alexandra Henrion-Caude. D'ailleurs, je vous encourage, j'ai vu que vous partagiez certaines de ses émissions, celle qu'elle a fait sur Radio Courtoisie, où j'ai eu la chance de l'interviewer samedi, il y a une semaine, il y a maintenant, oui, une bonne semaine, sur la Toussaint, justement, et le sens à donner à la fête de Toussaint. Et donc, ces obligations vaccinales, ou encore, là, heureusement, une chance, c'est-à-dire le fait que l'obligation vaccinale dans les EHPAD pour la grippe, pour le personnel soignant et pour les résidents de l'EHPAD, eh bien, finalement, semble-t-il, pour l'instant, nous y avons échappé. Mais ce n'est pas gagné encore. Non. Ça divise beaucoup. Ce que je veux dire, la question que je vous posais, Christine, c'était justement, il n'y a rien qui divise plus les Français que ce sujet, le sujet du vaccin. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est l'affaire Brigitte Macron. On se croirait tous les jours aujourd'hui dans une affaire de Dreyfus où les gens il y a une division au sein même des familles sur les questions de science vaccinale. La division est terrible aujourd'hui. Mais je vais répondre à votre question, mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, dans un tohu-bohu comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'homme a besoin d'avoir un combat, a besoin pour exister, de prendre un totem, comme il n'y en a plus du tout. Chacun son totem, et on est persuadé que son propre totem est le meilleur. Bon, Alexandra est une femme merveilleuse. Elle a subi beaucoup de critiques naturellement, mais je comprends. Dans mon domaine, moi, j'ai subi exactement la même chose. Et on ne peut pas imaginer ce que c'est que de vivre ces moments-là. Mais c'est une femme merveilleuse. C'est une femme dans son domaine qui est intouchable.
a priori intouchable. Elle était prête à avoir un prix Nobel, cette femme. Enfin, c'est incroyable. Et elle a dénoncé dès le départ. Alors moi, je ne suis pas du tout médecin, scientifique, etc. Mais elle a dénoncé dès le départ, et c'était son sujet, un sujet qu'elle connaissait particulièrement bien, les problèmes de l'ARN messager. Bon, eh bien, dès le départ des vaccins, on avait d'un côté ce film dont vous allez me dire, trouver le nom parce que moi j'ai pas la mémoire, mais le premier film qui a été fait sur les vaccins au moment du Covid, au début du Covid. Hold Up. Pardon, voilà. Hold Up. De Pierre Barnérias. Absolument, qui était sublime. Il suffisait de regarder ce film pour comprendre. Et elle était là, elle était déjà là, oui. Alexandra. Et quand on avait d'un côté les paroles politiques officielles qui jouait sur la peur, sur les mensonges, etc. Moi, sans être médecin, sans avoir de connaissances scientifiques, j'ai senti, enfin pour moi c'est ma conviction, que la vérité était du côté de Hold Up, de tous ces gens qui parlaient. Et puis après, ça s'est amplifié. Moi, je ne me suis pas fait vacciner. Et je ne me ferai pas vacciner, même s'il y a une obligation légale. Parce que, vous savez, derrière cette histoire, moi je me pose énormément de questions. Alors bien sûr, on va me traiter de complotiste. Je ne sais pas si je suis complotiste. En tous les cas, j'aime la vérité. Et j'ai horreur du mensonge. Et dans ma capacité de comprendre, de compréhension, eh bien, il y a une bascule très sérieuse vers une parole qui a été donnée, qui n'est pas celle de la vérité. Donc voilà, moi je soutiens naturellement tous ces médecins qui ont le courage, et tous ces soignants. Mais alors eux, c'est des vrais résistants, ils nous ont montré concrètement, ils ont incarné la résistance. Mais moi je leur suis d'un respect total. Vous vous rendez compte, ils n'ont pas été payés, non, on les applaudissait. On nous disait de les applaudir jusqu'au moment où ça a été rompu, ça ne fallait plus applaudir. Et on nous a raconté, et on a mis les vieux dans la cuisine pendant Noël pour qu'ils ne soient pas avec leurs enfants. Non mais on nous a obligés, et moi-même je l'ai fait. Alors j'en suis absolument ahuri que j'ai pu faire un truc pareil. Je me suis fait une autorisation pour sortir de chez moi. Non mais franchement. Vous n'ayez pas le choix, sinon c'était l'amende. Oui, mais enfin, moi je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je n'ai pas fait plus. Hein. Ah non, ça, vous vous rendez compte? Ce qu'on est arrivé à... Non, mais ça devrait interroger tout le monde. Que nous ayons pu faire, et moi, Christine Boutin, j'ai pu me faire un papier pour m'autoriser à sortir de chez moi. Non, mais c'est complètement loufoque. Et vous voyez là, j'y ai vu aussi une preuve de manipulation pour que des personnes comme je suis, moi, qui suis une femme libre, j'ai pu arriver à faire ça. Donc moi-même, je me suis fait avoir. Enfin, c'est scandaleux, quoi. J'ai honte de moi. Mais d'un autre côté, compte tenu de l'énormité de ce papier que j'ai signé, je me suis signé, j'étais obligée à me poser la question. Et à ce moment-là, c'est devenu lumineux pour moi. Et le témoignage de ces médecins qui ont été rayés de l'ordre. Non, mais vous vous rendez compte, on n'a pas assez de médecins. Non, mais on n'a pas suffisamment de soignants. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui dirige le fil? Quel est le fil rouge qui dirige de telles décisions? Oui. Et alors, quand on me dit qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées par ce vaccin, je pense que c'est sans doute, enfin c'est possible. Je veux dire, je ne suis pas absolument certaine, mais je pense que c'est possible. Alors, entre prendre le risque de la vie et de la mort, je préfère la vie, vous voyez. Donc, pas de vaccin, voilà, pas de vaccin. Et du reste, les Français ont quand même un peu évolué sur ce plan-là. Moi, je me souviens aussi de discussions familiales. Vous parliez, on peut même plus parler de ça en famille. Parce qu'il y avait ceux qui étaient complètement... Alors voilà, c'est le problème. Et on ne peut pas en parler. Et ça c'est une division terrible, qui a été terrible.
bien sûr, mais il faut continuer. Pour ceux qui sont contre, il faut qu'ils. De toute façon, moi je trouve qu'il y a quand même une résistance qui existe. Et Mhm. Alexandra est un des chefs de file, mais elle n'est pas la Mhm. seule. Et il y a des médecins qui sont. Monsieur Fouché, je crois. Il me semble, moi j'ai pas la mémoire des noms, excusez-moi, mais cet homme est remarquable. Il y a des vidéos qui existent pour tous les gens qui se posent des questions et qui peuvent être informés sur la réalité de ces vaccins. Je les encourage à les suivre. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que a été utilisé au moment du Covid et de la vaccination, sur laquelle on peut se poser énormément de questions. Il y a eu comment dirais-je, une manipulation de la peur. Et la peur, vous savez, la peur, c'est pas nouveau. La peur, c'est toujours les régimes qui utilisent la peur sont les régimes totalitaires. Il faut se rendre compte de ça. Et je ne peux même pas condamner et juger les personnes qui veulent se faire vacciner. Elles y croient vraiment. Elles se rendent pas compte qu'elles sont manipulées par la peur. Mais la peur n'est jamais bonne conseillère. Mais oui. Jamais. Jamais. Voilà. Alors, bon, écoutez, en ce qui concerne Alexandra, je Et, l'embrasse, je la connais. et en ce qui concerne pour montrer que cette division, elle est encore là, et elle est épouvantable lorsqu'on veut faire du chantage aux personnes âgées qui sont déjà dans Ah bah, des EHPAD non, et à qui on voudrait imposer la vaccination. Est-ce que ça, c'est... non, On a mais eu l'épisode du Rivotril, mais c'est ignoble. non, mais là, c'est le sommet de l'inhumanité. Et c'est aussi, on doit aller au-delà de ce constat. C'est que moi, je me pose des questions, je vous le dis clairement, sur la volonté d'une certaine élite, française ou mondiale, Oui. à diminuer le nombre de personnes sur notre planète. Moi, je me pose la question. Parce que à un moment où justement il y a moins d'enfants qui sont conçus, c'est quand même étonnant de voir que l'on puisse prendre un amendement, qu'on puisse déposer même simplement un amendement sur ce sujet, de tuer les vieux. Non mais c'est monstrueux. C'est la déshumanisation en marche. C'est pas plus compliqué que cela. Ça veut dire, enfin, j'ose espérer, parce que j'aime le pardon, j'ose espérer que ces personnes qui ont déposé cet amendement, qui ont soutenu cet amendement, qui ont demandé à ce qu'il soit déposé, soient aveuglées, ne se rendent pas compte de ce que signifie un tel texte. J'espère pour eux. Mais en tous les cas, on peut se poser la question. J'ai même pas de mots à vous donner de qualificatif. Heureusement, ça n'a pas été voté. Mais comme vous le dites, il faut que ça passe au Sénat. Alors, je ne pense pas que le Sénat va le rétablir, mais c'est l'Assemblée qui, en dernière minute, dit non. Et si cet amendement horrible, monstrueux, a été déposé, c'est qu'il y a derrière des puissances suffisamment fortes pour qu'ils aient réussi à trouver quelqu'un. Moi, je n'ai pas suivi l'amendement, le chemin de cet amendement. Quelqu'un ou quelques-uns déposent cet amendement. C'est la honte de la France. Enfin, c'est une des hontes de la France. Je veux dire, parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non, c'est inqualifiable. C'est les vieux. Alors moi, c'est pas parce que je suis vieille que je dis ça. Moi, j'aime la vie. J'ai une vie superbe. Je sais que j'en ai plus pour longtemps. Tout le monde, il y a mes ennemis me disent ah, elle est encore là, Boudin. Bah oui, elle est encore là, Boudin. Puis elle s'en ira un jour et puis tout sera content. Et moi aussi. Donc voilà. Vous savez, franchement. Mais c'est, ils veulent déshumaniser. Enfin, de toute façon, tout est fait pour. Tout est fait pour. Justement, comment dirais-je, la particularité de la France, c'était justement la dignité humaine. On est en train de tout détricoter. Tout. Et ce qui est stupéfiant, c'est que nous l'avons accepté.
Petit à petit, nous l'avons accepté. Et donc maintenant, on arrive, pas encore, je pense qu'il va y avoir encore des choses très difficiles, vraisemblablement pour que les Français finissent par ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, qu'ils regardent vraiment la vérité. Mais un jour, ça va venir. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est une certitude, c'est le réel, c'est pas des rêves dans ma tête, parce que sinon, il n'y a plus rien. Or, la vie, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, il suffit de regarder la nature, l'herbe qui pousse, les petites fleurs. La nature, la vie, elle est là. Donc, elle reviendra. Pour moi, c'est aucune inquiétude. C'est pour ça, si je pouvais transmettre ça aux personnes qui nous regardent, n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi, c'est ce qui m'a, c'est la parole de Jean-Paul II qui m'a donné ma force à l'époque. Je me dis, ah bon, on peut vivre sans avoir peur? Ah ben ça alors. Et ça, c'est rentré dans mon cœur vraiment. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Avoir peur, c'est être esclave. C'est être esclave, avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, bien sûr. Mais non, ne pas avoir peur. Et effectivement, cet amendement est une abomination. Voilà, je me permets de le redire, c'est une abomination. C'est pourtant un mot qu'il ne faut pas utiliser. Enfin, je n'aurais pas dû utiliser, qui m'a emmené jusqu'en cassation pour être blanchi. Enfin bon, ça c'est une vieille histoire. Et s'en désole d'ailleurs la nouvelle ministre de la Santé, qui dit il y a encore beaucoup pour que la science revienne au centre de la société en France, très favorable à cet amendement, tout comme évidemment celui qui a multiplié les obligations vaccinales depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ça sera ma question finale. Emmanuel Macron. Naturellement. De toute façon, tout ça est très cohérent. En tous les cas, cette ministre de la Santé, elle se plante. Elle est en train de se planter. Elle n'a rien compris, elle aussi. Parce que, si vous voulez, dans cette pensée du XVIIIe siècle, il y avait, du reste, ça pouvait être de beaux sentiments, faire évoluer de façon, trouver un homme nouveau, créer un système nouveau, ça pouvait être enthousiasmant. Mais en fait, derrière cette idée annoncée, avancée, ce qui était derrière, c'était la volonté de supprimer l'existence de Dieu. Et donc, tout le XIXe siècle a été un combat, et même le XXe siècle, a été un combat pour faire en sorte que la religion puisse être contredite, parce que la science démontrait l'inverse. C'est ça. Donc, il a fallu 150 ans, ou quasiment, et puis ça se poursuit. C'est que maintenant, la science, elle est obligée de baisser pavillon et de reconnaître que ce qui est dit par la science, et du reste, ça a été une volonté de Jean-Paul II aussi, de Benoît XVI aussi de façon forte, à ce que justement la religion catholique n'élimine pas la science et qu'au contraire, elle la fonde. La religion catholique a été pendant un moment un peu, bien sûr, un peu devant toutes les recherches, toutes les découvertes qu'il y avait, en position de faiblesse. Enfin, elle le ressentait comme ça. Mais elle ne s'est pas laissée influencer par la faiblesse. Elle dit, bon, c'est très bien, on va. Effectivement, il faut regarder la science. Il n'y a pas de raison de ne pas regarder la science. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? C'est qu'en fait, aujourd'hui, la science, elle est beaucoup moins florissante. Enfin, il y a toujours des découvertes, il y en aura toujours. Mais elles ne sont pas en contradiction avec les fondamentaux de la religion catholique. Vous comprenez? Donc, cette femme, ce ministre, il faut qu'elle travaille un peu, hein, qu'elle regarde un peu, parce que elle est réac. Hein. Moi, elle devient réac, cette ministre. C'est qui maintenant déjà? Madame Rist, qui est pleine de conflits d'intérêts. D'ailleurs, c'était quand elle était députée, la députée, je crois, qui avait le plus de contrats et de liens avec l'industrie pharmaceutique. Ah oui, j'avais vu ça, j'avais oublié. Oui, bon, ben voilà. Non, mais enfin, je pense qu'il faut qu'elle ouvre ses oreilles et ses yeux, hein, parce que là, ça me fait plaisir. Vous voyez, je crois, merci. Me permettre, je crois que c'est la première fois que je me permets de dire qu'un homme ou une femme en responsabilité politique
aujourd'hui est réac. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le coup. Elle n'est pas dans le coup. Elle n'est pas dans le coup. Formidable de terminer par cette note d'humour, ma chère Christine Boutin. Madame Boutin, bravo, beaucoup de félicitations dans le chat. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Non, c'est fini. Ah, vous ne m'avez pas posé que Sarkozy. Je voulais vous parler de Sarkozy. Bon, c'est parce que c'est un sujet qui clive, justement. C'est un sujet qui est très clivant, Nicolas Sarkozy. Mais je sais. Mais de toute façon, vous savez, le clivage va obliger à se positionner. Je vous assure, dans ce domaine-là comme dans d'autres. Le clivage, nos divisions vont nous amener à un jour nous retrouver. Ça, pour moi, c'est une certitude. On pourra en parler une autre fois, si vous voulez. Eh ben, on en reparle avec grand plaisir la prochaine fois, mais c'est une magnifique intervention de votre part. Et elle était à des octaves telles qu'à mon avis, il était difficile de placer la question Sarkozy, qui est quand même à quelques niveaux en dessous en termes d'intensité du discours. Et c'est ça qui est important, je pense, l'intensité du discours que vous nous avez tenu. Et je tenais vraiment à vous en remercier pour tout le monde. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. À très bientôt, Madame Boutin. À très bientôt. Merci.